Dans le milieu du jazz, notre invitée s'est faite une place. Elle a su s'entourer des plus grands, voire même des plus grandes, car ensemble, dit-elle, on est plus forte et plus puissante. Notre invitée a longtemps accompagné à la batterie, ça c'est pour le rythme, mais elle chante aussi, car pour elle la mélodie est très importante. Enfin, elle compose et impose son style. Bonjour Anne Passeo. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci. Anne Passeo, est-ce que aujourd'hui, en tant qu'artiste installé, comme je viens de le dire dans votre discipline, vous vous dites que vous êtes en train de vivre un rêve d'enfant? Ah oui, je me le dis tous les jours. Par exemple, cet été, je jouais sous le chapiteau de Jazzine Marciac, qui était bien rempli. C'était un de mes rêves. Et il y a tout un tas de rêves que je me fais depuis des années. Et puis, j'en réalise plein. Et c'est une chance... c'est une chance incroyable et maintenant j'ai des rêves d'adulte aussi. Et c'est quoi les rêves d'adulte? En fait j'ai l'impression que plus on grandit, plus on voit grand, mais il y a certains artistes avec qui je rêverais de jouer. Je sais pas si ça arrivera un jour, mais bon, sait-on jamais. Je pense à James Blake par exemple que j'admire beaucoup. Keith Jarrett, j'aurais rêvé de jouer avec lui, mais bon, maintenant il lui manque un bras pour jouer. Mais voilà, il y a des musiciens où je rêve d'aller jouer en Nouvelle-Calédonie, par exemple, en Nouvelle-Zélande. Voilà, il y a des pays comme ça où j'aimerais bien aller jouer de la musique. Alors, on va revenir sur la passion de la musique qui vous a touché quand vous étiez toute petite, sur votre détermination aussi à devenir batteuse professionnelle. Est-ce que jouer au festival Jazz à la Villette, mythique festival de jazz à Paris, c'était aussi un rêve que vous allez donc peut-être réaliser demain soir. C'est sûr, vous oui, ça faisait partie de mes rêves Jazz à la Villette parce que j'y ai jamais joué et ça faisait un moment que je me disais que j'aimerais bien avoir mon nom sur cette affiche, surtout que leurs affiches sont magnifiques et la programmation est à chaque fois génialissime, donc évidemment, c'est un rêve qui se réalise, c'est une joie aussi, un honneur. Vous n'avez pas trop peur? Vous êtes dans quel état là, à la veille du concert? Alors, les veilles de concert, ça va. C'est souvent les quelques minutes avant de monter sur scène où j'ai des petits coups de pression, mais c'est très variable. Il y a des fois où j'arrive très relax et des fois moins. Ça dépend des jours. I wonder will you say my name? I wonder will you come again? Will you lie again? My healer with no hand. And will I learn to say goodbye? And will your heart live far from mine? Hear the lie I say, I will until the end. I know the game and yeah I play. I hear you sigh from miles away. I will lie with all the will to tell it straight. I want it all outside the line. And when the lie might come alive, without love, I stray, a dream of right away. Extrait de votre 9e album Shaman, Anne Passeo, que vous interpréterez demain soir sur scène, donc au festival Jazz à la Villette. Votre nom apparaît sur cette affiche. Seule, Anne Passeo, sur l'affiche du festival, mais vous ne serez pas seule, c'est toujours un travail collectif. Oui, évidemment. On sera sur scène à 6 musiciens et musiciennes. Il y a Cynthia Abraham au chant, Isabelle Sorling au chant aussi, Pierre Perchaud à la guitare, Tony Pellman au clavier, Christophe Panzani au saxophone.
et donc moi à la batterie et au chant. Et évidemment, en fait, quand j'amène de la musique au groupe, j'amène évidemment une mélodie, un thème, des idées, une patte sonore. Mais ce que j'aime aussi, c'est que chacun s'empare de la musique. Et c'est vrai que j'ai tendance à choisir des musiciens dans mes groupes qui sont aussi des leaders et des leadeuses. Parce qu'ils ont, à mon sens, un vrai propos qui leur appartient. Et je trouve que c'est hyper intéressant dans Shaman, puis dans mes groupes d'avant, c'est que chacun amène aussi sa vision de la musique et c'est nos visions qui se confrontent et qui font que l'objet, l'objet musical est unique en fait. Et comment ça peut s'harmoniser? Des visions qui se confrontent et des musiciens qui sont leaders et qui là peut-être quand même doivent laisser de la place aux autres. En fait, je choisis aussi des musiciens et des musiciennes qui ont cette qualité de savoir vraiment se mettre au service des autres. C'est-à-dire que même moi sur scène, évidemment, c'est moi qui présente, c'est ma musique, etc. Mais je me mets au service des autres, au service de la musique. Et c'est le cas de chacun des membres du groupe. C'est-à-dire que personne va chercher à ramener la couverture vers lui ou elle, mais vraiment, il va y avoir un partage. En fait, on est là pour servir la musique et se servir les uns les autres. Donc, je pense que le truc de base, c'est prendre des musiciens et musiciennes qui ont de l'humilité, en fait. D'où ça vient justement cette façon de faire, cet état d'esprit que vous venez de nous décrire? Est-ce que ça vient aussi par exemple de l'instrument, de la batterie en tant que telle, qui est d'abord peut-être vu comme un instrument d'accompagnement plutôt que un instrument qui prend là beaucoup de place qu'on a dans qui est leader justement. Ouais, je sais pas si ça vient de mon instrument parce que je pense que si j'étais pianiste ou saxophoniste, ça serait pareil. Je pense, en fait, j'ai une grande foi dans le collectif et en fait, c'est ça qui me plaît dans la musique, quoi. C'est confronter des visions. Donc, je dirais que je pense que je le ferais avec n'importe quel instrument. Je pense, oui. Et pour moi, comment dire, j'aime le jazz, je viens de là, mais le penchant qui peut me déranger parfois, c'est ce truc où le leader est le soliste et la personne qui est le plus mise en avant. Alors évidemment, c'est pas le cas tout le temps, hein, mais ça peut être un penchant qui peut arriver parfois. Et moi, je sais que ça me parle pas, en fait. Pour moi, c'est pas une musique d'ego, c'est une musique de collectif. Alors, on va revenir à cet amour du jazz, peut-être comment vous y êtes venu, mais d'abord, pourquoi la batterie? Et à quel âge, pourquoi, comment, quoi? Alors, à quel âge? À 9 ans, j'ai demandé à mes parents je leur ai dit, je me rappelle de ma mère qui me dit, est-ce que tu veux jouer de la musique? Oui. Du piano? Non. Le violon? Non. De la batterie? Ah, ok. Donc ça venait de vous déjà? Ça venait de moi. Après, le pourquoi, alors je sais pas bien exactement, mais j'ai grandi à une époque où il y avait de la musique à la télévision. Dans toutes les émissions, il y avait des groupes qui jouaient live. Même les émissions pour enfants, en fait. Il y avait toujours un groupe live. Et je pense que ça m'a plu, en fait, de voir tous ces batteurs. Je dis batteurs parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de femmes à la batterie sur scène, dans ces émissions-là, en tout cas. Mais choix d'autant plus étonnant, parce que ça pouvait être difficile de se figurer que c'était possible. Alors, pour moi, la question du genre, de mon genre, n'a jamais été un sujet. Jusqu'à ce qu'on me le fasse remarquer plus tard dans mes études, qu'en fait, j'étais une femme et que c'était nouveau, étrange, bizarre, ou super d'ailleurs. Mais je me suis pas dit, tiens, je suis une petite fille, il y a que des mecs qui jouent, c'est pas pour moi. Non, en fait, pour moi, je crois que dans ma tête, la musique, elle a jamais eu de genre ni eu de sexe. En fait, l'important, c'est le propos, quoi. On va revenir sur votre parcours et peut-être ces obstacles dont vous avez parlé. D'abord, donc vous êtes né à Niort et vous vivez les 3 premières années de votre vie en Côte d'Ivoire avec vos parents. Et il y a une légende familiale, en tout cas je l'ai vu comme ça, vous avez confirmé ou pas, que vous aviez été bercé par les percussionnistes qui répétaient à côté de la maison où vous viviez. Alors légende ou réalité? Je pense qu'il y a du vrai là-dedans parce que dans le ventre de ma mère et les 3 premières années de ma vie, j'ai entendu des percussions non-stop. Donc je pense c'est pas que les émissions musicales peut-être à la télé. Non, c'est vrai. C'est vrai que j'ai tendance à donner le truc très rationnel. Mais oui, effectivement, en fait, on dit qu'un enfant dans le ventre de sa mère et dans les premières années de sa vie, la musique qu'il entend va lui donner peut-être une appétence pour certaines choses plus que d'autres.
Ensuite, vous quittez Niort, vous allez à Paris. Et là, vous avez quel âge? Une dizaine d'années. Et dès 10 ans, vous vous dites, je veux devenir batteuse professionnelle. Ça sera mon métier plus tard. Alors, c'est pas venu à 10 ans, mais disons que la batterie a toujours été l'endroit où je me sentais le mieux. C'est-à-dire que dès les premiers cours de musique, vous commencez en fait à apprendre l'instrument et vous vous dites, il y a quelque chose là où je m'épanouis, où je suis bien. Oui, c'est ça, où je me dis, en fait, où le fait d'être sur une batterie devient un vrai refuge, en fait. Où c'est l'endroit où je me sens le mieux, où je me sens libre d'exprimer ce que j'ai envie d'exprimer aussi. Et puis l'envie d'en faire mon métier, c'est venu, je pense, quand j'avais 14 ans, où j'allais à un stage tous les étés, où il y avait des grands noms du jazz qui venaient faire des masterclass, des concerts. Et c'est devant un concert de Kenny Garrett, saxophoniste, que je me suis dit, je veux faire ça de ma vie, quoi. Et puis après, ça m'a plus lâché. Vous parlez de refuge. Quand on est à l'adolescence, on est traversé par évidemment beaucoup de questionnements. C'était un refuge contre quoi? C'était un refuge... j'ai une histoire familiale qui peut être un peu compliquée à certains endroits. Et je pense que c'était un endroit de paix, en fait. Et un endroit où on peut pas me l'enlever, la musique. Voilà, ça, on pouvait pas me l'enlever. Et ouais, voilà. Et vous y passiez beaucoup de temps, du coup, j'imagine? Oui, derrière votre batterie? Ouais, j'y ai passé des heures et des heures et des heures. À un moment, avant que je rentre au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, je louais un box dans un parking à Vincennes, où il faisait extrêmement froid l'hiver, où il n'y avait pas de toilette, mais j'y passais 8 heures, 9 heures à travailler l'instrument toute la journée. Et alors, comment est venu le jazz à partir de là? Parce qu'il y a un lien entre la batterie et le jazz, mais ça aurait pu être une autre musique. Oui, au début, moi, ce qui me parlait, c'était la pop, le rock, l'électro, etc. Et quand, avec ma mère, on a emménagé à Paris, il y avait une école de musique juste à côté de la maison qui cherchait un batteur ou une batteuse pour un atelier jazz pour ados et pré-ados. Et ma mère m'a dit, écoute, t'as pas de groupe à Paris, vas-y. Et au début, je disais, non, pas le jazz, c'est pour les vieux, le jazz. Ah ben, on va y revenir à cette question du jazz pour les vieux. Voilà, et puis elle me dit, mais essaye, si ça se trouve, ça va te plaire. Et puis en fait, j'ai découvert une liberté incroyable. Et aussi une manière phénoménale de progresser sur mon instrument, parce que c'est aussi une très bonne école, en fait. Donc sur le jazz, et ce côté un petit peu vieux, on peut avoir ce cliché-là en tête. Moi, je l'ai. Voilà, comment vous avez réussi à vous dire, mais pas du tout, c'est pas du tout une musique pour les vieux. Bien au contraire, c'est quelque chose qu'on peut ouvrir, qu'on peut renouveler, qui est beaucoup plus accueillante et qui est au-delà des clichés. Ouais, pour moi, en fait, j'ai eu la chance de découvrir un grand musicien qui s'appelle Henri Texier. Et je trouve que sa musique est très chantante, en fait. Et en fait, je pense que je me suis dit, ah oui, moi aussi, je peux appartenir à cette case jazz, même si j'ai l'impression que ma musique, c'est vraiment bien plus que ça, et faire des chansons, en fait. Et je pense que c'est lui qui m'a fait vraiment le premier déclic. Et puis, la découverte d'autres musiciens, je pense à Pat Metheny, par exemple, qui écrit des vraies mélodies. Puis j'ai découvert John Scofield. Et en fait, j'ai découvert un univers où, en fait, si ce que je voulais rappeler, c'est que l'ADN du jazz, à la base, c'est un métissage, en fait. C'est une rencontre de cultures. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Et le jazz, c'est toujours mélangé avec les autres musiques, à inspirer les autres musiques. Et moi, ce que je fais aujourd'hui, je pense être dans la continuité de ça, c'est-à-dire mélanger jazz avec de la pop, avec de la musique électronique, avec même si j'aime pas trop ce mot, musique du monde, donc musique d'Afrique de l'Ouest, d'Asie du Sud-Est, et voilà, amener toutes ces influences et faire mon truc, quoi. It took me 20 years of playing in clubs, in nightclubs, on concert stage to get a... Après 20 ans à jouer dans les clubs, les nightclubs, les salles de concert, j'ai enfin eu une critique décente, juste, dans le New York Times. Avant ça, on m'avait étiquetée comme chanteuse de jazz, de blues, grande prêtresse de la soul. Je ne suis pas sûre de ce que ça veut dire. Et j'ai étudié le piano pendant 18 ans.
Je suis trop vieille pour mendier l'amour de l'industrie. for love from the industry. All right. She lime woman, she drink coffee, she drink tea, and then go home. She lime woman, dressed in green, wear silk stockings with golden seams. She lime woman, dressed in red, make a man lose his head. Sea Lion woman, black dress on for Sea Lion Woman dans les Midi de Culture, Nina Simone qu'on entendait juste avant en 1984 nous dire je suis trop vieille pour mendier l'amour de l'industrie. Anne Passeo, fort caractère, Nina Simone. Évidemment, c'est aussi une figure qui vous a ouvert la voix avec un E, presque la voix avec un X aussi, quand vous étiez plus jeune. Oui, ma mère écoutait beaucoup, écoute d'ailleurs toujours beaucoup Nina Simone. Je l'ai découverte par ce biais. Mais c'est vrai qu'elle a une histoire assez incroyable en fait. Ça a mis du temps en fait à venir pour elle. Mais c'est vrai que ça fait partie elle fait partie des voix qui me parlent et qui me touchent. Et je trouve qu'il y a un truc très arraché quelque part. Mais je trouve que sa voix retraduit vraiment bien tous ces états d'âme, quoi. Elle parle des études, de ses longues nuits et longues années à jouer dans les clubs, à pas être reconnue, à être étiquetée de différentes étiquettes au fur et à mesure des années. Vous, quand vous entrez au Conservatoire national supérieur de musique de Paris en 2005, si je dis pas de bêtises, oui. Quelle est la première réaction? Vous vous dites j'ai ma place ici, ou on vous fait remarquer que vous ne l'avez pas en tant que femme dans ce monde-là? En tout cas, mes collègues, les étudiants qui étaient avec moi. Donc en batterie précisément? En jazz. En fait, c'est un département où il y a des classes par année. Et donc, dans une classe, il peut y avoir contrebasse, piano, sax, etc. Et non, j'ai certains de mes collègues musiciens, parce que c'était des hommes, qui m'ont fait remarquer qui pensaient que j'aurais pas dû être là. Donc, c'était pas évident, mais ce qui est très curieux, et en fait, avec le temps, en fait, les choses s'éclairent un peu, mais quand j'ai passé le concours, le jury m'a applaudi. Très rapidement, une fois que je suis rentrée au conservatoire, j'ai commencé à jouer avec Rhoda Scott, avec Christian Escudé, avec Alain Jean-Marie, avec plein de monde. Et j'avais ce genre de dissociation, en fait, où j'avais l'impression que j'avais pas ma place parce que mes collègues me faisaient sentir ça. Et à côté de ça, je mettais les pieds en dehors du conservatoire et j'allais jouer avec toutes les légendes de l'époque. Mais c'était pas facile. J'avais beaucoup de complexes et il fallait que je me fasse vraiment force pour y aller, quoi. Parce que vous étiez une femme. Oui. J'avais eu des réflexions. T'es rentrée parce que t'es une femme. Il se trouve que je suis la première femme batteuse. Enfin, la première batteuse. Il y avait une suspicion sur le fait qu'on vous choisisse pour votre sexe, c'est ça? Voilà. Sauf qu'en fait, quand je regarde les choses en arrière, en fait, c'est pas possible que ça se soit passé comme ça. Enfin, c'était plus le contraire, en fait. En tant que femme, on a plus tendance à nous mettre sur le côté à plein d'endroits. Donc voilà, ça a mis du temps pour moi à me dire non, en fait, j'ai ma place, mais je crois que j'ai commencé à me le dire quand je suis sortie du conservatoire. Mais par contre, pour les profs, ça n'a jamais été un sujet. Mais les étudiants, c'était plus compliqué. Donc, il y avait une articulation pour vous à faire entre la vie avec vos collègues, étudiants, enfin par camarades, les profs, et aussi votre vie à côté. Vous étiez déjà en fait reconnue d'une certaine manière. Oui, je commençais à accompagner beaucoup de monde. J'ai fait mon premier disque, j'étais encore au conservatoire aussi. Et comment ça se fait? On 2008, vous a appelé en fait pour dire on vous a écouté, on vous a repéré, on vous veut. Comment on est repéré comme ça? Comment c'est venu? Oui. En fait, il y a ce qu'on appelle des jam sessions où en fait plein de musiciens se retrouvent
joue. Voilà, tout simplement. En improvisation ? En improvisation, mais sur ce qu'on appelle les standards, qui sont en fait les morceaux qui étaient joués à Broadway, les mélodies. Et donc, c'est un peu la grande histoire du jazz, c'est d'avoir repris ces chansons pour les improviser dessus. Et donc, il y avait ces jam sessions. Et puis, parfois, j'allais à un concert et je jouais... j'étais invitée à jouer un morceau avec des gens que je connaissais. Et puis, il y a le patron d'un festival de jam session, justement, qui m'a proposé de venir au festival de Pinarello et Calvi. Et puis, j'ai rencontré Christian Escudé comme ça, et de fil en aiguille, Rhoda Scott, Alain Jean-Marie, etc., etc. Les petites choses positives. Extrait de votre premier album en 2008, Anne Passio, vous nous disiez que ça faisait longtemps que vous l'aviez pas écouté. Justement, quand vous posez votre regard, peut-être même votre oreille aujourd'hui, en 2023, sur ce premier album, qu'est-ce que vous vous dites ? Avec le recul, parce que maintenant ça commence à faire pas mal d'années, je me dis waouh, j'en faisais des choses quand j'étais jeune, quoi. Et quand je réécoute ce morceau, je trouve que la mélodie elle est belle, et je crois que j'ai toujours eu ce goût, et j'ai toujours été dans cette recherche d'écrire des mélodies qu'on peut chanter et qu'on peut retenir. Et donc j'écoute ça avec beaucoup de douceur. Ça veut dire dans votre travail, dans votre façon de composer, d'écrire, d'abord vous chantez ? Oui, tout vient avec une mélodie qui va m'apparaître pas de manière contrôlée. Je vais marcher dans la rue, être à une expo, prendre ma douche, avoir une discussion très intense avec quelqu'un, et puis hop. Et là tout de suite vous dites, vous la notez en fait Je l'enregistre avec mon téléphone tout simplement, et puis mais dans mon téléphone j'ai je pense 500 mémos de mélodies. Et donc parfois j'y reviens, j'écoute, je me dis ça c'est intéressant, tiens si j'avançais là-dessus, ça m'intéresse pas, c'est pas bien, et après il y a une deuxième phase d'exploration où vraiment je vais rechanter la mélodie, peut-être trouver une suite, parfois elle va être déjà entière, donc chercher quels accords je vais mettre, quelle couleur, quel choix de son. Et voilà, c'est plusieurs étapes comme ça mais parfois je vais écrire un morceau sur plusieurs mois. Mais j'ai constaté que les morceaux, en tout cas, dont je suis le plus fière, ils sont venus d'une traite, quoi. Deuxième album, 2011, Révélation Jazz, 2012, toutes les fées étaient là. Yokai, cet album qui est très inspiré, peut-être aussi par vos voyages. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui change, peut-être, oui, qui est plus affirmé chez vous. C'est quoi ? Ouais, en fait, c'est le premier disque où j'ai composé l'intégralité de la musique, parce que les deux premiers, on partageait les compositions avec mes collègues. Celui-là, c'est le premier où j'ai composé tout un répertoire. Et en
En fait, les 2 années qui ont précédé l'enregistrement de cet album, j'ai fait le tour du monde par la musique. En fait, je suis allée jouer en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, mais beaucoup en Asie du Sud-Est, donc Birmanie, Indonésie, Cambodge, etc., Japon aussi. Et j'ai découvert les musiques de là-bas. Et ça a été un vrai choc, en fait, de me dire, tiens, je connais pas ce son, je connais pas ces couleurs musicales, et du coup, je reviens toujours avec des piles de disques quand je pars jouer à l'étranger. Et je suis revenue avec plein de choses, et j'ai infusé tout ça, et ça a fait ce disque. Et quand je le réécoute maintenant avec du recul, j'ai l'impression qu'on sent déjà où je suis maintenant et où je vais aller après, avec ces couleurs, voilà, un peu musique du monde, des accords qui sont quand même des accords de chansons, souvent. Et j'ai l'impression d'avoir posé déjà les petites pierres. Donc là, dans cette musique qu'on écoute, vous sentez déjà la Anne Passeo que vous êtes aujourd'hui, en fait, qui compose aujourd'hui. Oui, en tout cas, quand je réécoute, je trouve que ça fait sens, en fait, et qu'il y a un fil qui se déroule depuis le début. Après, aujourd'hui, je choisis d'habiller ma musique différemment. C'est-à-dire là, c'est un disque très acoustique et enregistré, entre guillemets... je veux dire, on a passé 4 jours en studio, on était dans la même pièce, on a fait le truc. Et aujourd'hui, je produis mes disques différemment. Je rajoute des couches, je cherche d'autres choses, j'essaye 1000 manières de l'habiller. Je vais sur des sons plus électriques, électroniques. Voilà, je vais chercher quelque chose qui se rapproche plus, en tout cas dans la texture des musiques, ce qu'on dit musique actuelle, quoi, le rock, la pop. Mais je trouve que le fil, ça fait sens, quoi. C'est amusant, on a dit que vous aviez commencé par la batterie, que vous étiez batteuse, vous étiez musicienne aussi, chanteuse, on y reviendra peut-être aussi, mais on a aussi l'impression que vous avez pris en grade peut-être aussi dans la production, vous avez créé votre propre label, oui, pour pouvoir justement avoir la liberté de faire votre travail de cette façon-là. C'est ça, ouais. En fait, c'était une manière aussi d'affirmer, entre guillemets, ma vision, de produire les choses, mais aussi de les défendre. Et en créant ce label, c'était une manière de faire tout comme je l'entends. C'est-à-dire de la production du disque, combien de jours de studio, combien de jours de mixage, combien de jours, etc. Et de pouvoir vraiment créer un objet sonore où tout est maîtrisé et je sais où je vais partout. Anne Passeo, parmi vos influences, dans vos oreilles encore tout à l'heure, vous venez de nous le dire, Oumou Sangaré, la chanteuse malienne. Là, c'est peut-être la partie chantée qui vous porte le plus, qui vous donne de l'inspiration aussi pour vos créations. Oui, en fait, je trouve que, d'ailleurs, je rembobine, Oumou Sangaré, elle fait partie de mes rêves. Je rêve de jouer avec cette femme. En fait, elle a cette... dès qu'elle ouvre la bouche, dès qu'elle fait une note, j'ai la totalité des poils de mon bras qui se hérissent, quoi, mais dans le bon sens, ça me donne la chair de poule, en fait. Et je trouve qu'elle a ce truc d'être extrêmement juste dans toutes ses intentions. Et c'est aussi la particularité de la voix, en fait, c'est que autant sur un instrument, je pourrais jouer un groove et vous parler en même temps. Et penser à autre chose quand on chante, c'est pas possible d'être à côté, en fait, et c'est pas possible d'être à côté de ses émotions. Et c'est tout le travail, je trouve, en tant qu'instrumentiste,
c'est d'arriver à retrouver cette justesse de propos, de concentration et aussi je trouve pas bien le mot, mais d'habiter en fait tout le temps tout ce qu'on joue à la même manière que un chanteur ou une chanteuse peut pas être faux en fait. Vous aussi, vous chantez. À quel moment vous vous êtes dit que vous pouviez aussi chanter et pas seulement habiter l'instrument comme on habite sa voix et vous dire je peux faire les deux? Alors moi, c'est pas facile. J'ai du mal à imaginer quelqu'un qui chante et qui fait de la batterie en même temps. Ouais. Alors en fait, c'est venu dès mes tout premiers disques. Il y a toujours un peu de ma voix dans chacun de mes disques, mais au départ, je le mixais tellement pas fort que finalement, on s'en rend pas compte. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit que, en fait, ma voix est une texture en plus. Donc, c'est comme avoir un instrument en plus qui a un son différent. Et donc, c'est pas du tout un truc, entre guillemets, d'ego de me dire, oui, je vais chanter pour, voilà, parce que le chant, c'est bien, etc. C'est plus, j'amène la texture de cette voix-là, qui, en l'occurrence, est la mienne. Après, sur une batterie, c'est pas toujours facile de chanter parce qu'il faut à la fois être concentré sur le tempo, sur ce qu'on joue, la justesse. Ça demande physiquement pas les mêmes choses. Le chant, en fait, il faut quand même gainer beaucoup les abdos. Oui, je peux le dire parce que les auditeurs et auditrices ne le voient pas, mais vous touchez le ventre en parlant parce que j'imagine que vous devez mobiliser beaucoup vos abdos pendant que vous jouez de la batterie. Comment on fait du coup pour déployer sa cage thoracique? C'est tout bête comme question, mais c'est pas si facile. Faut travailler, quoi. Faut s'entraîner, faut passer des heures dans un studio à trouver la bonne manière de faire en sorte que tout est juste. Puis il y a aussi le truc par exemple dans Shaman. À chaque concert, c'est un entraînement de chaque jour en fait. On joue et c'est de mieux en mieux. Et demain, donc, à la Villette, vous allez jouer une partie ou totalement tout l'album Shaman qui est sorti l'année dernière et que donc vous allez faire découvrir au public parisien, en tout cas sur scène, parce qu'il y a aussi cette idée d'être sur scène. C'est une musique qui se vit, c'est une musique qui se partage. Vous parliez d'émotion aussi. C'est quelque chose de très visuel. Oui. C'est pas pareil d'écouter la musique dans une enceinte que d'avoir les musiciens et les musiciennes en face. Il y a le côté visuel, il y a aussi la vibration du son. Et puis je trouve dans le live, il y a de la magie. Et il y a des soirs où c'est encore plus fort que d'autres. Il y a, je sais pas, une connexion qui se fait les uns entre les autres. Parfois, c'est complètement télépathique, là où on décide d'aller. Avec le public ou avec les musiciens sur scène? Avec les musiciens. Et du coup, il se crée quelque chose aussi avec le public qu'on embarque avec nous. Et c'est vrai que moi, j'adore rencontrer le public après les concerts. Je fais des signatures de disques et j'adore avoir les retours des gens. Et souvent, les gens me disent je ressors pas dans le même état que je suis arrivée. En fait, c'est comme... moi, je compare ça à un grand bain dans l'océan, quoi. Je veux dire, quand on se baigne, il se passe un truc sur notre corps, sur nos cellules, sur notre énergie. Et j'ai l'impression que les concerts avec ce groupe-là font cet effet-là. Et sur nous aussi, moi, après le concert, je suis tellement détendue, c'est trop bien. Et comment on fait pour toucher un public? Est-ce qu'il y a volontairement, en fait, entre l'album et la scène, des changements, des modifications qu'on va faire à la musique pour toucher, pour créer justement les conditions de possibilité d'une sorte de connexion dont vous parliez, Anne Passeo? Je pense que le public, il sent quand on est connectés les uns aux autres, quand on se surprend les uns les autres. Alors évidemment, on joue le disque, mais il n'y a jamais 2 soirs pareils parce qu'il y a des moments où ça improvise. Alors, pour info, l'improvisation, on peut s'imaginer un solo de sax qui est une improvisation, mais on peut aussi improviser des textures. Par exemple, improviser des textures sonores. Par exemple, se dire, tiens, ce soir, je vais avoir un son qui gratte. Moi, j'aime bien ce mot-là, un son qui gratte, ou avoir des sons plus larges, avec plus de réverb, plus moelleux. Et ça aussi, c'est réimproviser. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et il y a de ça aussi. Donc, chaque soir, en fait, avec ce groupe, on cherche à se surprendre et tout en gardant l'ambiance du morceau, proposer un autre voyage, quoi. Ça veut dire que c'est un jeu aussi avec vos camarades de jeu. Tiens, qu'est-ce que je vais faire ce soir pour le surprendre et l'emmener peut-être aussi plus loin? C'est aussi ça? Oui. C'est pas quelque chose qu'on prévoit.
parce que Vous le faites par exemple sur scène comme ça, vous vous dites tiens, je vais avoir un son un peu plus gratté comme vous disiez et sans prévenir vos camarades de jeu et vous arrivez sur scène, vous faites la petite surprise. Exactement. Et c'est un truc qui se fait dans l'instant, quelqu'un va jouer tel truc et moi je vais entendre ça m'amène ailleurs et en fait ça c'est un truc de collectif quoi où c'est pas le cerveau qui va je vais pas me dire tiens, je vais faire ça, c'est juste que ça vient en fait. Ouais. Et est-ce qu'il y a des fois où ça n'a pas du tout marché? Il y a vraiment une idée en fait et personne ne la saisit, personne ne comprend. Alors ça peut arriver quand les musiciens se connaissent pas bien, quand le groupe est nouveau, par exemple, quand ça fait 3 concerts. Mais là, c'est vrai qu'avec Shaman, on commence à avoir un paquet de concerts au compteur et du coup, il y a toujours quelque chose ça réagit tout le temps, quoi. Et justement, vous êtes consciente ou en tout cas c'est volontaire de vouloir produire un effet pas magique, je sais pas comment vous le décririez d'ailleurs, sur les gens qui viennent vous écouter aussi. Je sais pas si c'est volontaire. En tout cas, il y a eu la volonté de prendre ces musiciens et musiciennes-là, parce que pour moi, c'est des sorciers et des sorcières. Ils touchent à quelque chose d'un peu impalpable, quoi. Et du coup, il y a eu cette volonté de les réunir. Ensuite, il y a des soirs où c'est plus magique que d'autres, et ça, on peut pas le contrôler. Vous me tendez une perche pour la fin de cette émission, Anne Passeo, puisque c'est le moment pour vous de faire un choix musical entre un esquimau et justement une sorcière. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Alors, ça dépend quel type de sorcière. Ah, ça... C'est la surprise de la chanson. C'est la surprise de la chanson. Je vais prendre la sorcière. Alors la sorcière, et on en parle après. Depuis bien longtemps, nous n'utilisons plus les formules magiques ou cabalistiques, car elles ont perdu leur pouvoir maléfique. Tout ça c'est fichu. Nous ne faisons pas bouillir dans des cœurs de grenouille, des fleurs de citrouille. Nous savons très bien que ce genre de tambouille, c'est du temps perdu. Les Parisiennes, groupe formé par le jazzman Claude Bouling, me dit-on. Bon ben voilà, 4 sorcières dans le vent. Vous êtes quelle sorcière, Anne Passeo, pour finir? Moi, je suis une sorcière qui fait le bien. Vous faites le bien sur scène, évidemment aussi. Alors, Esquimau, j'explique, c'était pour Nanook l'Esquimau, puisque vous avez composé pour un ciné-concert la musique du documentaire mythique de 1922. D'ailleurs, vous le jouerez à Grenoble au mois d'octobre prochain. Et puis, je rappelle aussi ce concert demain à Paris, au Jazz Festival, Jazz à la Villette. Donc, bon courage à vous, on pensera bien fort à vous, évidemment. Merci. Et puis je signale que le remix de Wide Awake qu'on a entendu tout à l'heure, premier titre de votre album Shaman, est déjà disponible et tout l'album sortira au mois de décembre. Merci d'être venu dans les Midi Culture, Anne Passeo. Un grand merci aussi à toute l'équipe des Midi donc, Aïssatou Ndoye, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignet, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delacelle. L'émission est réalisée par Nicolas Berger. C'est bien cette musique. À la prise de son ce midi, Élise Le, ma sorcière à moi s'appelle Géraldine Mosda Savoir. Merci Géraldine. Eh ben, merci à vous Nicolas. Quel plaisir de dire au revoir sur cette musique, c'est vrai. À demain.